C'est le 2 septembre au matin. À bord du cuirassé Missouri, ancré dans la baie de Tokyo, le général MacArthur, accueilli par l'amiral Nimitz et accompagné des représentants de toutes les armées alliées, vient à peine de monter quand accoste une vedette. Cette vedette, c'est la défaite du Japon. Voici ceux qui vont signer la capitulation totale des nazis d'Extrême-Orient. Cortège curieux et hallucinant qui mêle le dramatique au saugrenu. Autour de M. Shigemitsu, nouveau ministre des Affaires étrangères, les jaquettes coudoient les uniformes. Le Japon militariste a vraiment dû céder. Un pont de navires, MacArthur, un papier consigne. Le groupe des vaincus, c'est tout le spectacle dans sa nudité et sa grandeur. Et là-dessus, le silence. Car le silence seul convient au geste qui marque le destin des nations. Et puis MacArthur signe, avec 6 porte-plumes dont il fera don à 6 de ses généraux. MacArthur signe. Peut-être se rappelle-t-il les noms de Pearl Harbor, de Guam, de Corregidor. Peut-être se rappelle-t-il qu'un jour il a quitté les Philippines et qu'il a dit « Je reviendrai ». Et l'amiral Nimitz signe au nom des forces américaines. Et le général Yung Chang au nom de la Chine. Et l'amiral Fraser au nom de la Grande-Bretagne. Et le général Derevianko au nom de la Russie. Et le général Leclerc au nom de la France. Au nom de la France qui a sa place dans la victoire comme elle l'a eu dans le combat. Cette cérémonie sera présidée par Madame Ouda Vernet, sous-préfète directrice au cabinet du préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne. Le 2 septembre 1945, sur le pont du cuirassé Missouri, un silence grave pesait sur la rade de Tokyo. Quelques signatures, tracées d'une main ferme, mirent fin à la guerre la plus terrible qu'ait connue l'humanité. Le fracas des armes se taisait enfin, et le monde, épuisé, entrevoyait l'aube d'une paix nouvelle. En France, cette date demeure souvent oubliée. Pourtant, elle dit beaucoup de ce que fut notre combat, car l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ne s'arrête pas aux ruines de Berlin. Elle se prolonge jusque dans les eaux bleues du Pacifique et les forêts d'Indochine, car la France ne s'est jamais réduite à sa part européenne. De 1939 à 1945, notre pays fut aussi une puissance indo-pacifique portant l'étendard de la liberté face à un impérialisme qui ne croyait qu'en la force. L'histoire de nos libertés s'est écrite en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, qui ont rallié la France libre dès septembre 1940, avant de servir de point d'appui aux Alliés pour mener les plus importantes batailles aéronavales de l'histoire. Nous n'oublions pas que ces terres océanes furent aussi le vivier de libérateurs qui, venant de Nouméa, Papeete, Mata-Utu, rejoignirent le bataillon du Pacifique qui s'illustra dans tous les combats de la libération, de Birakeim à l'Alsace en passant par l'Italie. 72 compagnons de la libération pour rendre à la France sa fierté. La Nouvelle-Calédonie, décorée de la médaille de la Résistance, les trajectoires d'Auguste Bénédigue ou de Terry Hérault, autant de jalons qui firent du Pacifique le lieu d'une renaissance nationale. En Indochine, très tôt, des résistants français, tels le capitaine de gendarmerie Jean Ders, luttèrent au prix de leur vie l'occupant japonais
de 1940 à 1945. Avant que les commandos parachutés en Extrême-Orient, dont Pierre Messmer, puis le corps expéditionnaire français, préparent à l'autre bout du monde la continuation de la libération commencée à Strasbourg. Alors, sur le pont du Missouri, lorsque la silhouette du général Leclerc se penche sur les actes de capitulation du Japon pour les signer au nom de la France, c'est une France qui sait tout ce qu'elle doit à sa part d'Océanie qui signe la victoire. Une France universelle que ses diversités unissent pour être vraiment elle-même. Mais cette victoire fut douloureuse et fragile. Douloureuse parce qu'elle se paya de l'anéantissement de 2 villes japonaises par les bombes atomiques. Fragile, car déjà dans les ruelles de Hanoï, dans les tensions entre les alliés, dans les divisions d'un monde nouveau, s'annonçaient d'autres conflits. Car l'histoire nous enseigne que la fin d'une guerre ne suffit pas toujours à faire naître une paix véritable, et que les conditions d'une paix mal assurée peuvent contenir les germes de conflits futurs. En ce 80e anniversaire, ce souvenir nous parle avec une force singulière, alors que les tensions s'accroissent en Europe, en Asie comme en Océanie. Il nous rappelle que la vocation de la France a toujours été de défendre la liberté, l'égalité et la fraternité face à l'unitarisme, à la force brute et à la négation du droit. À cet égard, cet anniversaire est également porteur d'espoir et tourné vers la paix. 80 ans plus tard, c'est avec le Japon, désormais partenaire d'exception de la France, que nous défendons ces valeurs dans l'Indo-Pacifique et au-delà. Le souvenir doit être aussi l'occasion de nous tourner vers l'avenir et d'œuvrer inlassablement en faveur de la paix et de la stabilité. Aujourd'hui, en ce 80e anniversaire, souvenons-nous de ce jour où s'acheva la Seconde Guerre mondiale. Rendons-nous hommage à celles et ceux qui, juste dans les rizières d'Asie et les lagons du Pacifique, portèrent nos couleurs, à ces combattants qui traversèrent le monde pour que la France reste la France. Et renouvelons-nous l'engagement de la France à rester toujours du côté de la liberté et de ceux qui se battent pour elle. Vive la République, vive la France. Vous